Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le cadre du processus de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Jean-Michel Lapin a fait le dépôt de ses pièces ce lundi au Parlement. Prorogation du mandat de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujust, pour une période finale de 6 mois jusqu'au 15 octobre 2019. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi une résolution. Et puis la première réunion du réseau des chambres de commerce Carisham a eu lieu au début du mois d'avril à Accra Beach Resort and Spa à la Barbade. 16 chambres de commerce de la région des Caraïbes ont signé un protocole d'accord établissant un réseau. C'est le même qui travaille à BUH, boss. Non, monsieur, monsieur livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis l'agro-produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, pour stratégie, il y a une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard Cap Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a fait le dépôt officiel de ses pièces au Sénat de la République ce lundi. Au total, 21 pièces ont été déposées par devant le bureau du Grand Corps, informe le prétendant à la primature. Le président du bureau, Karl Murat-Cantave, annonce pour mardi 23 mars la formation d'une commission qui aura pour mission d'étudier ces documents. Cependant, le président du Grand Corps ne s'est pas montré en mesure d'avancer une date pour la tenue de la séance de ratification. En attendant la date, Jean-Michel Lapin croit que le vote dépend du contenu de sa déclaration de politique générale. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleucie Dulassin. C'est le président du bureau, Karl Murat-Cantave, qui a reçu le Premier ministre nommé. Le dépôt a duré plus d'une trentaine de minutes. À sa sortie, Jean-Michel Lapin a affirmé avoir déposé toutes les pièces exigées par la Constitution. Première pièce pour qui déposer, c'est la première pièce qui identifie en tant que citoyen, c'est acte de naissance. Nous gagnons un matricule fiscal, nous gagnons un signe, nous gagnons un passeport, nous gagnons un certificat de bonne vie MS, nous gagnons un certificat de police, casier judiciaire, acte de naissance maman, acte de naissance grand-père. Nous déposons tout, acte de naissance grand-mère et arrière-grand-père. Donc, ensemble de pièces, gens qui est Constitution en Mandel, qui baillent tout citoyen haïtien droit, et au venir chef gouvernement pays. Les 21 pièces seront soumises à une commission spéciale qui sera chargée de les étudier, puis de présenter un rapport à l'Assemblée sénatoriale. La commission sera formée le 23 avril prochain, annonce le président du Grand Corps. Nous allons organiser une assemblée des sénateurs, nous allons faire une séance et en cours de séance, nous allons former une commission et pour capable étudier bien sûr. Et la commission a bien pour lui venir un rapport en assemblée le que nous gagnons pour que nous penchions sur déclaration de politique générale du Premier ministre. Cependant, l'élu de l'Artibonite n'a avancé aucune date pour l'organisation de la séance de ratification du Premier ministre. Karl Murat-Cantave évoque les procédures au niveau des différentes institutions étatiques. D'ordinaire, nous n'avons pas dit combien de temps parce qu'il y a un problème de procédure au niveau des institutions. Au niveau, par exemple, de Cour supérieure des comptes, il y a une procédure. Au niveau de DGI, il y a une procédure. Au niveau de l'immigration, il y a une procédure. Donc, ça va dépendre de en combien de temps que l'institution prend pour qu'il fasse analyse pièce et produit rapport. Quelle est la configuration au Sénat? Jean-Michel Lapin passera-t-il le cap de la Chambre haute? Les consultations avec les blocs politiques démarreront après les fêtes de Pâques, répond le président du bureau du Grand Corps. Entre-temps, le chef du gouvernement se montre confiant. Jean-Michel Lapin ne veut pas parler de chance, mais mise sur le contenu de son énoncé de politique générale. Votre confiance là, c'est Sambral Dia. Sambral Dia, c'est ça qui va convaincre l'Assemblée. Et je suis que Sambral Dia,
il va dans l'intérêt peuple. Le Premier ministre fera également le dépôt officiel des pièces à la Chambre des députés. Il attend uniquement l'invitation du bureau, nous informe une source proche de la primature. Une étape que l'on croyait révolue puisque depuis les amendements constitutionnels, le Premier ministre n'est plus désigné mais nommé. En tout cas, de Fritz Jean en passant par Inex Jean-Charles Jagui Lafontan pour arriver à Jean-Henri Séan, tous ont été soumis à cet exercice parlementaire consistant à la vérification des pièces que même des constitutionnalistes jugent non constitutionnelles. On ne sait pas quand le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin se rendra au Parlement pour se conformer à cet aspect traditionnel menant à sa ratification. Comme le Palais national depuis un certain temps, la primature n'a pas de porte-parole. En tout cas, la grande question de l'heure demeure celle relative aux éventuelles chances dont disposerait Jean-Michel Lapin pour obtenir la bénédiction du Parlement. Du côté des élus anti-gouvernementaux comme des pros, les positions ne sont pas encore clairement exprimées. C'est le cas au Sénat de la République comme à la Chambre des députés qui ne montrent pas trop de désaccord à l'égard du choix de Jovenel Moïse. Ce qui laisse supposer que, fort de sa large expérience au sein de l'administration publique, Jean-Michel Lapin pourrait plus ou moins facilement dégager une majorité en vue de la ratification de son énoncé de politique générale. En tout cas, puisque le Parlement reste et demeure, comme tous les parlementaires se plaisent à le dire, un lieu éminemment politique, le président de la République comme son Premier ministre nommé seront contraints, comme c'est toujours le cas, de partager les responsabilités avec les pairs conscrits et les représentants du peuple. Osman chéri, qui côté où c'est le corbeau à l'équilibre? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sous moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut démarrer pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée aujourd'hui, moi j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Unibank tout côté. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le vendredi 12 avril 2019 une résolution qui proroge le mandat de la MINUJUST pour une période finale de 6 mois jusqu'au 15 octobre 2019. La résolution a été présentée par les États-Unis et adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions, la Russie et la République dominicaine. Les membres du Conseil prient le secrétaire général de l'ONU d'entamer la planification nécessaire pour mettre en place la mission politique spéciale des Nations Unies qui l'a recommandé pour prendre le relais de la MINUJUST et d'entamer le retrait graduel du personnel de l'opération de maintien de la paix avant le 15 octobre 2019. La semaine écoulée, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, avait souligné les progrès réalisés ces dernières années dans le renforcement des institutions du pays et en particulier de la police nationale haïtienne, à la PNH. Monsieur
Delacroix s'était dit confiant dans la capacité de la PNH à gérer les risques pour la sécurité sans un appui opérationnel international. Dans la résolution adoptée hier, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général de lui présenter dans les 30 jours suivant l'adoption de ce texte un rapport concernant les détails opérationnels de la mission politique spéciale proposée. Les membres du Conseil se disent conscients que Haïti continue à se heurter à d'importantes difficultés et qu'il importe de fournir à ce pays une aide internationale au développement efficace et coordonné et de renforcer les moyens dont disposent ces institutions à cet égard. Les directeurs exécutifs de 16 chambres de commerce de la région des Caraïbes se sont réunis à Accra Beach Resort and Spa à la Barbade à l'occasion du lancement officiel de la première réunion du réseau des chambres de commerce CARICHAM au début du mois d'avril. Cette réunion historique de 2 jours s'est clôturée sur la signature officielle d'un protocole d'accord établissant un réseau. Les signataires étaient Antigua et Barbuda, la Barbade, Belize, Cuba, la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, la Martinique, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Trinité et Tobago et le Suriname. Sandra C.V. Husbands, ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Barbade, a évoqué dans son discours d'ouverture l'importance d'une politique commerciale régionale et la manière dont le réseau des chambres de commerce pourrait contribuer à façonner les agendas politiques du commerce. Un certificat de non-objection délivré par le ministère de l'Environnement ne constitue pas un permis de construire une station à essence. C'est ce qu'affirme le ministre Joseph Joute. Il a expliqué que la décision finale revient aux mairies, aux maires, qu'il a incité à être plus énergiques concernant la station en travaux à Delma 60, qui fait l'objet de contestations de la part des riverains. Depuis plusieurs semaines, le ministre annonce l'arrêt du chantier. Nous avons soumis le projet dans le ministère du Commerce, à la direction des hydrocarbures, je crois. Lui engager un consultant qui peut faire une étude environnementale et sociale. Firme soumettre document ça au ministère de l'Environnement. Même gens soumettent tout à la mairie et le ministère du Commerce. Ministère de l'Environnement, à la lumière de documents ça que consultant soumettent, lui délivrer ça un certificat de non-objection. Mais nous avons une enquête que nous faisons sur le terrain pour nous garder côté station pour aller des causes comme ça. En dans document ça, c'est écrit noir sur blanc et en gras que cette non-objection ne peut être nullement considérée comme une autorisation de construire. Ce n'est pas dans les compétences du ministre de l'Environnement de donner une autorisation de construire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut bailler? Ça, c'est la mairie. C'est la mairie. Ça, c'est la mairie. Donc, ça veut dire que si une construction a fait, la mairie, pas d'accord, il n'est pas fait. Ah non. Et Mabdou, en ma qualité d'ingénieur civil, moi, j'ai un chantier au campé dernièrement, moi, j'ai une autorisation mairie, mais le fait que le pas placardé, il y a un côté visible pour elle, on a arrêté des gens, on a saisi le matériel et les outils, et on était obligé de dépêcher le monde pour aller porter papier à la mairie parce qu'on avait déjà payé. Ça veut dire, si la mairie a bonne autorisation, c'est qu'on paye pour ça. Lancement ce lundi d'une formation en maîtrise de passation de marchés publics et audit de gestion municipale à l'intention des maires de l'Ouest. Cette activité organisée par la FENAM de concert avec la BRH, le ministère de l'Intérieur et le groupe Croissance vise à permettre aux édiles d'assurer efficacement des dépenses publiques et surtout de bien maîtriser la passation de marchés afin de mieux servir leur commune et d'améliorer leur gouvernance au niveau local. C'est la toute première séance des maires de l'Ouest depuis qu'ils ont pris les commandes de leur commune. Vu les difficultés auxquelles font face les édiles, cette formation sur la maîtrise des marchés publics et l'audit de gestion municipale arrive à point nommé, se réjouit le maire de Carrefour, Jules-Édouard Pierre. Il y a l'agent qui commençait à joindre commune
à travers fonds communaux. Et il y a un pile mairie qui pas arrivé, qui a fait décaissement parce qu'il y a un problème dans la maîtrise d'ouvrage, façon de marché. Deuxième raison, c'est que les magistrats arrivent en fin de mandat, ils n'ont pas besoin de charges, si on parle dans l'élection encore, si on parle dans l'autre job l'État, parce que c'est très difficile lorsque on parle de un tribunal administratif ou des comptes pour la première fois, il y a posé aux questions. Des bagages que vous pas connaître pour te faire. Comme la loi, même si c'est la loi, il faut le respecter. Et prendre engagement pour nous appliquer ce qui va le dire pour assurer l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, mais une maîtrise des façons de marché qui permettent que nous vraiment plus bon service, améliorer la gouvernance au niveau local. Même son de cloche du côté du gouverneur de la Banque centrale. Pour Jean Baden Dubois, cette formation devrait déjà avoir lieu vu l'importance des concepts de marché public et d'audit interne. Ce dernier aspect est fondamental en ce qui concerne la gouvernance. Celle-ci devrait permettre aux mairies d'augmenter leur crédibilité. Pour qui la Banque centrale est extrêmement intéressée par la gouvernance dans nos mairies, c'est parce que les mairies ont une opportunité que ont perdue. Pour réaliser que ce soit construire l'école, la caillou, que ce soit construire route, que ce soit faire tout un série de rails, construire marché, il n'y a pas forcément à obligé de retendre que ce COP que l'État mettait à disposition chaque mois. Vous pouvez aller, si vous avez une crédibilité nécessaire, si vous avez une gouvernance, puis vous pouvez émettre des bons municipaux. Le bon municipal, un nouveau produit financier déjà lancé par la Banque de la République d'Haïti et qui intéresse particulièrement le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, sur le plan technique. Le bon municipal, le travail ça a commencé avec une mairie, mais l'équipe ça a aimé que élargir dans tout le pays. Le budget n'est pas trop grand pour être capable d'aider tout le monde. Et là, on a parlé de budget, ce n'est pas seulement l'aspect fiscal, là, il y a l'aspect non fiscal, il y a l'aspect financier. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons moderniser le système financier haïtien, pas seulement sur le plan privé, mais également sur le plan public. Les maires de l'Ouest ont 3 jours pour maîtriser les marchés publics et l'audit de la gestion municipale. Cette formation, organisée par la Fédération nationale des maires haïtiens et supportée par la BRH, le ministère de l'Intérieur, le groupe Croissance entre autres, sera bientôt réalisée à l'intention des édiles des autres départements du pays. Dans l'actualité internationale, le président équatorien Lénin Moreno accuse le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, d'avoir cherché à transformer l'ambassade d'Équateur à Londres en centre d'espionnage. Ces images semblent bien confirmer les accusations de Wikileaks quant à la surveillance vidéo dont Julian Assange était l'objet à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur à Londres. Ces documents sont publiés par le quotidien espagnol El País. Le journal révèle également que pour réparer la douche du fondateur de Wikileaks, ses gardes du corps préféraient faire venir un plombier d'Espagne plutôt que de prendre le risque de laisser entrer un agent des services de renseignement britanniques déguisé. Julian Assange a été interpellé jeudi dernier à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur où il avait trouvé refuge pendant 7 ans. Le président équatorien Lénin Moreno, qui a été élu en 2017, a décidé de retirer l'asile au fondateur de Wikileaks et l'accuse d'avoir tenté de créer un centre d'espionnage dans l'ambassade. Lénin Moreno évoque également le comportement inapproprié que Julian Assange aurait eu en matière d'hygiène à l'intérieur de la représentation diplomatique. Julian Assange est actuellement en détention et espère éviter une extradition aux États-Unis. Surdiplômé, vétéran de la guerre en Afghanistan, catholique pratiquant et ouvertement homosexuel, Pete Buttigieg est considéré comme l'étoile montante du Parti démocrate en vue des primaires. Il vient de se porter officiellement candidat à l'investiture ce dimanche 14 avril. C'est l'un des nouveaux visages de l'Amérique démocrate et sa campagne pour l'investiture de 2020 est officiellement lancée. Je m'appelle Pete Buttigieg. Et à 37 ans, Pete Buttigieg devient un phénomène et son parcours y est pour beaucoup. Il a servi en Afghanistan, est aujourd'hui maire d'une ville moyenne de l'Indiana. Il est chrétien et fait rare en politique pour être mentionné, il est ouvertement gay. Son ambition, déloger Donald Trump alors qu'il est issu d'un territoire qui a largement voté pour le candidat républicain en 2016. C'est plus qu'audacieux de postuler pour la plus haute fonction du pays à l'âge de 37 ans. Jusqu'à récemment, ce n'est pas ce que j'avais en tête pour fêter ma 8e année comme maire et mon 38e anniversaire.
Mais les temps difficiles que nous connaissons nous contraignent à agir. Les positions de Pete Buttigieg, marié à l'Église à son compagnon en 2018, a de quoi séduire les démocrates. Favorable à l'abolition de la peine de mort, il est pour que la couverture santé soit étendue à tous les Américains. Mais avant de devenir le premier président ouvertement gay des États-Unis, il lui faudra faire face à la vague de candidats démocrates. Pour 2020, ils sont déjà pas loin de 20. Et puis les organisateurs de la contestation au Soudan ont réclamé ce lundi la dissolution du Conseil militaire de transition à la tête du pays depuis la destitution d'Omar el-Béchir au 10e jour d'un sitting rassemblant des milliers de manifestants. Les organisateurs des manifestations au Soudan dénoncent des tentatives de disperser le sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum et appellent à poursuivre la mobilisation. Des témoins assurent avoir vu des soldats démanteler des barricades installées sur des routes aux alentours du quartier général de l'armée soudanaise. Le gouvernement a en effet été démantelé, mais nous avons encore des exigences, explique cette femme. Les organisateurs des manifestations demandent que le pouvoir soit remis aux civils et que le Conseil militaire de transition se démette des fonctions qu'il s'est lui-même attribuées. Ce que nous attendons de vous, et nous espérons que tout le monde sera d'accord, c'est, dans un court laps de temps, un individu indépendant et patriotique pour le poste de Premier ministre. Omar al-Béchir a été destitué jeudi dernier après 30 années passées au pouvoir. Le tribunal pénal international l'accuse de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. Le Conseil militaire de transition indique qu'Omar el-Béchir ne sera pas extradé. Et voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Métro Sport avec Grégory, c'est tout de suite. Merci Laurent, salut à tous et bienvenue dans la rubrique sportive. Et on commence avec du golf. Masters 2019, Tiger Woods l'a fait. 11 ans après sa dernière victoire en Grand Chelem, la légende vivante du golf a ajouté dimanche un 15e majeur à son palmarès en triomphant à Augusta. Au terme de dernier tour étouffant qui a notamment vu Francesco Molinari craquer, le Tigre a fini à -13, un coup devant Dustin Johnson, Brooks Koepka et Xander Schauffele. Sa dernière victoire dans un tournoi du Grand Chelem datait de 2008 à l'US Open. Il était alors au sommet de sa gloire et surtout de son art. Plus d'une décennie de sevrage n'avait pas écorné la première, mais au fil des ans, il était devenu de plus en plus improbable de le voir garnir davantage son palmarès. Il tient pourtant ce 15e Grand Chelem qui le rapproche du recordman Jack Nicklaus et ses 18 couronnes. Si l'on se cantonne aux seuls Masters, Woods efface au passage un record plus vieux que lui, celui du plus grand écart entre deux victoires. 13 ans séparaient les deux premiers succès de Gary Player en 1961 et 1974. Woods, lui, n'avait plus triomphé en Géorgie depuis 2005. L'homme qui a propulsé son sport dans une nouvelle forme de modernité n'appartenait donc pas tout à fait au passé. Il conjugue à nouveau sa carrière au présent et peut-être, qui sait, au futur. Dans la NBA, pas de surprise sur les parquets US pour la deuxième soirée de playoffs. Toutes les équipes à domicile l'ont emporté. Damian Lillard et les Blazers ont résisté au Thunder 104-99. Boston a évité le piège contre Indiana 84-74, tandis que les Rockets et les Bucks ont massacré leurs adversaires respectifs. Portland a remporté son match 1 face au Thunder dans la nuit de dimanche à lundi en prime time NBA pour le premier tour des playoffs à l'Ouest. Les Blazers se sont imposés 104-99, faisant la différence dès le premier quart. Remporté 39-25, Damian Lillard a inscrit 30 points, Hans Kanter finit à 20 points et 18 rebonds du côté d'Oklahoma City. Russell Westbrook valide en 20 un énième triple-double à 24 points, 10 passes et 10 rebonds, alors que Paul George a inscrit 26 points. Débarqué à Houston avec de grandes ambitions, le Jazz est tombé de haut dimanche après avoir fait jeu égal durant les 5 premières minutes. Utah a en effet subi la loi des Rockets pour finalement s'incliner 122-90. Comme à sa bonne habitude, James Harden a une nouvelle fois terminé meilleur marqueur de la rencontre, frôlant même le triple-double avec 29 points à 11 sur 26 au tir, 10 passes et 8 rebonds. À noter également côté Rockets les 17 points d'Eric Gordon et les 16 et 12 rebonds de Clint Capela. Côté Jazz, Rudy Gobert a bien compilé 22 points à 8 sur 10 et 12 rebonds, mais ses efforts sont restés vains, de même que les 19 points à 7 sur 18 de Donovan Mitchell.
Les Celtics ont remporté leur premier match des playoffs NBA au TD Garden devant les Pacers 84-74 dimanche en prime time. Indiana menait pourtant à la mi-temps 38-45, mais s'est complètement écroulé en inscrivant seulement 8 points durant le troisième quart-temps. Kyrie Irving et Marcus Morris ont tous deux inscrit 20 points, alors que Jason Tatum a fini à 15 unités. Du côté des visiteurs, seuls Bojan Bogdanovic, 12, et Corey Joseph, 14, ont dépassé la barre des 10 points. Les deux équipes se retrouvent mercredi soir dans l'antre de Boston. Football, Premier League, Liverpool se joue de Chelsea. Liverpool, peu après le succès de Manchester City à Crystal Palace 3-1, conserve la tête de Premier League grâce à sa victoire devant Chelsea 2-0 dimanche lors du choc de la 34e journée. Sadio Mané et Mohamed Salah ont marqué les 2 buts coup sur coup en début de seconde période, 51e et 53e minute, dont un bijou de l'Égyptien sur une frappe lointaine. Liverpool, avec un match de plus, garde 2 points d'avance sur City. Chelsea également avec un match de plus est 4e à 1 point de Tottenham et avec 2 longueurs d'avance sur Manchester United. Arsenal 6e à 3 points contre même 2 matchs de moins. Manchester United, Alexis Sanchez de retour face au Barça. Absent depuis début mars en raison d'une blessure à un genou, Alexis Sanchez fait son retour dans le groupe de Manchester United pour le déplacement à Barcelone mardi pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. À noter aussi le retour de Nemanja Matic, absent depuis 2 matchs. À l'aller, les Red Devils se sont inclinés 1-0 à domicile. Et bien voilà, c'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre sortie. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.